Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Instant Storytime. Alors va falloir que je vous raconte un petit peu ma vie pour que vous ayez le contexte de ce qui va suivre parce que c'est une histoire de dingue. Une histoire de dingue. Du coup, vous le savez peut-être, j'ai été pendant les vacances notamment à Vienne. Et à Vienne, qu'est-ce que j'ai vu à Vienne en dehors de musées, de pièces et de patati patata? J'ai vu des pubs pour Rebecca. Alors Rebecca, qu'est-ce que c'est? Outre le magnifique poster que vous voyez derrière moi. Rebecca, c'est une comédie musicale écrite par Michael Kunz et composée par Sylvester Levay, le duo iconique que vous allez commencer à connaître, hein. Elisabeth, tout ça, voilà. Mais donc je vois des pubs pour Rebecca, pubs qui disent quoi? Qui disent que Rebecca va être rejouée à Vienne prochainement, genre en hiver. Rebecca, moi j'ai jamais vu Rebecca, parce que toutes les pièces que j'ai vues, c'est des pièces qui ont été filmées officiellement et qui du coup sont sorties en DVD. À l'époque, la dernière fois que c'était joué, c'était quoi, il y a 10 ans, et ça n'a pas été filmé. Du coup, le seul moyen de voir Rebecca, si tu veux la voir, c'est des vidéos YouTube filmées avec le téléphone de manière dégueulasse. Alors, en plus d'être pas giga légal, c'est insupportable. 2h30 devant un truc comme ça, mais non, ça avait l'air trop bien Rebecca, parce que le R avec les flammes et tout, drama. Surtout que, fun fact, comment j'ai découvert Rebecca à la base? J'ai vu ça, il y avait une pub pour Rebecca dans un livret d'Elisabeth, mais un livret d'Elisabeth du Japon, donc ils allaient jouer Rebecca au Japon, donc c'est comme ça que j'ai vu ce truc et je me dis, qu'est-ce que c'est, ça a l'air cool, et que je me suis un petit peu renseigné. Enfin bref, on s'en bat les couilles, je raconte ma vie, enfin, oui. C'est ce que je fais là, c'est le but de cet instant. Ça m'a fait comprendre que Rebecca c'était pas rien, ça m'a donné envie de la regarder. J'ai vu qu'il y avait que des vidéos YouTube qualité dégueu filmées avec le téléphone. Je me suis dit, c'est ciao. Mais du coup j'avais toujours pas vu Rebecca, mais c'était pas l'envie qui me manquait. Et au fond de moi je savais que je devais y passer un jour, je savais que vu qu'il n'y avait pas de DVD, si je voulais la voir, je devais me taper les vidéos YouTube dégueulasses, voilà, pas le choix. Mais j'étais pas pressé quoi, je laissais un petit peu traîner le moment où ça arriverait, voilà. Et c'est là que je vais à Vienne et que je vois que Rebecca va être rejouée. Quand je serai plus à Vienne, quand je serai de retour ici, à Bruxelles. Je me dis, oh c'est trop bien, mais tant pis, c'est pas grave, voilà. Et puis je me dis, ah, j'aimerais quand même bien la voir, hein, Rebecca, ouais. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais regarder les billets d'avion. Et je tombe, après moult recherches, sur un billet d'avion qui part tôt le matin, qui rentre tard le soir, un dimanche. Faut savoir que la pièce est jouée que en soirée, excepté le dimanche, jour où je ne travaille pas parce que je travaille et je ne travaille pas le week-end. Voilà. Et je tombe sur les billets d'avion parfaits parce que dimanche il est joué à 14h. J'avais un billet d'avion qui arrivait là-bas à midi ou même à 11h et quelques et qui repartait à genre 19h. C'était parfait. Et les deux billets coûtaient vraiment pas cher. C'était pas les billets à 100€ l'aller, 100€ le retour. En tout, j'ai payé peut-être 90€ l'aller-retour. Enfin, on s'en bat les steaks. Et ben du coup, je fais quoi? Ah ouais, je vais voir Rebecca. Bah ouais, je vais voir Rebecca. Fun fact, première fois que je prenais l'avion tout seul, c'était horrible. C'était vraiment horrible. Voiture, avion. Une fois à Vienne, train, métro. Je marche jusque là-bas, je reste 2h30 assis dans la salle, je m'enjaille, remarcher, remétro, retrain, re-avion, là, bus jusqu'à la gare de Bruxelles parce que j'arrivais à Charleroi, tout ça c'est passionnant, et de la gare de Bruxelles, re-voiture jusque chez moi. Je savais pas que rester assis dans des transports en commun c'était si épuisant. C'était trop cool, j'ai aucun regret de ce que j'ai fait, mais c'était tellement fatigant. Bon, au moins, j'ai regardé les places qui restaient et parmi toutes les places à quasi 100 boules, j'avais pas envie de faire tout ça pour avoir une place giga loin non plus. Mais bon, c'était déjà un peu de la folie ce truc. Je suis pas riche, je me dis, je vais pas payer giga cher la place quoi. Du coup, j'ai trouvé un entre-deux. Parmi toutes les places à 100€, il y en avait une à 30€. Pourquoi elle était à 30€? Parce qu'il y avait une colonne devant le siège. Et ben, la colonne, elle était même pas devant la scène. J'étais assis, il y avait la scène qui était là, la colonne qui était là, ça cachait rien du tout. Et moi j'étais là avec ma petite place à 30€ au milieu de ceux qui avaient payé 100€. Meilleur bail de ma vie. Mais bon, je reviens où j'en étais, je rentre chez moi, j'étais là en mode ouais c'était trop bien mais plus jamais, c'est mort, je refais plus autant d'heures de trajet juste pour voir une pièce, c'était trop bien mais qu'est-ce que c'était fatigant, plus jamais.
Et c'est pas que le lendemain, je suis déjà en train de revoir les billets d'avion parce que j'ai envie de la revoir. J'en parlerai plus en détail, mais une pièce m'avait jamais fait cet effet-là. Pour tout vous dire, elle a réussi à éclipser Elisabeth. Éclipser Elisabeth. Pardon. Éclipser Elisabeth. Quoi? Et du coup, voilà, le lendemain, je suis déjà en train de regarder les billets d'avion. Bah ouais, plus jamais, mon cul. Du coup, je regarde les billets d'avion, voir si je peux pas me refaire un petit plan comme ça, un dimanche, vite fait. Non. Je regarde jusqu'où les dernières dates vont. À une date près, les billets d'avion coûtent trop cher. Si ça avait été prolongé de un jour, là, il y avait des plans pas chers pour les avions, mais sinon, toutes les autres dates, c'était giga cher. Je me suis dit, allez, j'ai envie de la revoir, mais non, je peux pas faire une folie comme ça, c'est pas possible. Et puis, je me rappelle que j'ai une amie qui participe au bal des débutantes, et un de ces fameux bals se déroule où justement, à Vienne. Mais quelle coïncidence! Mais du coup, qu'est-ce que je fais? Bah oui, je lui demande quand c'est et voir si on sait pas faire un petit plan ensemble. Et en plus, il se trouve que son super bal à Vienne tombe le week-end de mon anniversaire. Mais ça, si c'est pas un signe d'être star, mesdames et messieurs, je crois que si. Et du coup, voilà, j'ai trouvé un moyen de retourner à Vienne pour quelques jours cette fois, ce qui fait que pendant que mon ami va à son bal, je peux aller voir ma pièce Rebecca. Le lendemain, je peux aussi l'emmener voir la pièce Rebecca, ce qui fait que j'ai été la voir 3 fois. Est-ce que je regrette? Pas du tout. C'était trop bien. C'était incroyable. Voilà, comme ça vous avez un peu le contexte de Rebecca. Voilà, j'ai pas juste été voir une pièce, j'ai quand même pris tout seul l'avion la première fois. Après j'étais tout seul à prendre le train et le métro dans un pays que je connais pas du tout ou à peine, dont je parle quasi pas la langue. Enfin voilà, ça c'est pas rien comme souvenir. Et puis mon deuxième voyage à Vienne pour revoir Rebecca, j'ai tellement pas de regret de l'avoir revue, mais tellement pas. Mais du coup, Rebecca, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est bien beau, je raconte ma life, mais c'est quoi? Oui, c'est une pièce composée par les gars qui ont fait Elisabeth, mais à part ça, qu'est-ce que c'est? Écoutez, maintenant que vous avez un peu le contexte du bazar, il est temps de parler de la pièce. Ouais, vous avez vu, pour parler de la pièce, j'ai essayé de faire un petit peu décor, tout ça. Parce que quand je fais des musical review et des musical remake, c'est pas en facecam. Du coup, je peux mettre un petit décor pour me mettre dans l'ambiance de la pièce. Et là où je veux aussi qu'on soit dans l'ambiance, bah voilà, du coup, je trouve des moyens pour disposer mes petits goodies un peu comme je peux. Mais voilà, c'est pas toujours simple. Il y a le petit poster, et puis bon, j'ai essayé de mettre des petits CD là et là. Putain, mais regardez-le là, il est ridicule sur cette prise, il fait trop pitié. Pourquoi je fais ça? Je vais trouver une autre solution. En fait, ce que j'aimerais faire, c'est avoir un décor spécifique pour les musical reaction. Et j'ai le truc parfait pour ça. J'ai une petite étagère avec tous mes goodies de comédie musicale. Ça ferait un chouette décor d'avoir ça. Seulement, c'est un endroit de ma chambre où j'ai pas assez de recul pour filmer. Donc je fais pour l'instant avec les moyens du bord. Normalement je déménage si tout va bien pour septembre ailleurs. Et là je réorganiserai du coup ma chambre, etc. Et là du coup je mettrai en place un espèce de petit décor pour les musical reaction. Mais en attendant je fais avec les ridicules moyens du bord que j'ai. Voilà, on fait ce qu'on peut. Mais trêve de blabla, j'ai assez parlé de ma vie. Parlons de la pièce. Du coup, Rebecca, qu'est-ce que c'est concrètement? Rebecca, c'est à la base un livre de Daphné du Maurier, c'est ça. Donc à la base, Rebecca, c'est un livre de Daphné du Maurier. Hitchcock a d'ailleurs fait un film dessus dans les années 40, je crois, qui dure 2h10. Voilà, pour l'époque, c'est énorme, mais on n'est pas là pour parler d'Hitchcock. Je vais vous raconter le résumé de la pièce sans plus tarder. Alors, Rebecca, ça parle de quoi? C'est l'histoire d'une jeune fille qui est secrétaire pour Madame Von Hoffner, non pas Von Hoffner, Madame Van Hopper, je dis n'importe quoi. Madame Van Hopper va dans un hôtel à Monte Carlo, tout ça, elle la suit à Monte Carlo, et là, elle rencontre le fameux Maxime de Winter, un gars plutôt beau gosse, il est à son goût, et elle est à son goût aussi, visiblement, vu qu'ils commencent à sympathiser les deux, ils se voient de plus en plus, etc. Seulement, il y a une rumeur qui court, qui concerne Monsieur de Winter, c'est que sa femme, qui s'appelait Rebecca, vient de décéder, ou en tout cas il y a vraiment pas longtemps, et que peut-être il essaye de la remplacer, enfin se remettre en couple aussi vite, c'est un petit peu bizarre, donc les gens me disent un petit peu au sujet de la nouvelle relation de notre personnage principal et de Maxime. Mais quoi qu'il en soit, ils finissent par se marier, ce qui fait de notre héroïne la nouvelle Madame de Winter. Et après une lune de miel en Italie quelque part,
Maxime de Winter l'emmène vivre dans son domaine à Manderley afin que les deux tourtereaux filent le parfait amour. Oh mais comme c'est romantique. Ah, vous croyez que c'est une histoire d'amour? À peine arrivée, elle se rend compte qu'il y a une ambiance très bizarre dans la maison. Il y a tous les serviteurs qui parlent de Rebecca et qui parlent de sa mort de manière un petit peu bizarre, à un point qu'on se demande vraiment comment elle est morte. Est-ce que sa mort est vraiment un accident? Enfin, apparemment elle se serait noyée, mais les gens en parlent de manière un petit peu bizarre. Et l'ambiance est oppressante et on ne sait pas vraiment expliquer. Et elle-même, la nouvelle Madame de Winter, ne saurait l'expliquer, mais elle est pas bien dans cette maison. Il y a une ambiance vraiment très bizarre. Et rajouter à ça la parfaite cerise sur le gâteau, Madame Denver, la gouvernante de la maison, qui semble complètement obsédée par Rebecca. D'abord on la voit arriver en disant que pour elle il n'y aura qu'une seule Madame de Winter, c'était Rebecca, et qu'elle veut pas d'une nouvelle machin, que personne pourra la remplacer, enfin voilà. Les gouvernantes chiantes, hein, toi-même tu sais, mais on se rend vite compte que c'est pas que ça. On se rend vite compte que notre Madame Denver là, elle avait une véritable obsession pour Rebecca. Elle dit des trucs à la nouvelle Madame de Winter comme quoi Rebecca, personne pourra jamais l'égaler, qu'elle était parfaite, qu'elle était belle, que son âme est toujours dans Manderley, et tout le monde parle tout le temps tellement de Rebecca, plus le fait que sa mort est un peu bizarre, le fait qu'en plus de ça Maxime il semble effectivement ne pas pouvoir l'oublier, enfin il y en a que pour Rebecca, il y en a tellement que pour Rebecca qu'on en vient même à se demander si elle est vraiment morte. Est-ce qu'elle serait pas littéralement encore quelque part dans Manderley, en fait? Est-ce que notre histoire d'amour, ce serait pas une histoire de fantôme finalement? Notre chère nouvelle Madame de Winter va devoir le découvrir si elle veut pouvoir avancer, parce que pour l'instant elle se fait totalement éclipser par une morte. Voilà, bah d'ailleurs à tel point que notre personnage principal n'a pas de prénom. Ouais. En sortant de la pièce la première fois, je me suis dit, mais au fait, elle s'appelle comment? Je me suis dit, mais quel mauvais fan! J'ai même pas capté le prénom du personnage principal, mais c'est honteux, c'est honteux. Et j'ai même pas d'excuses parce que, ok, la pièce était en allemand et j'avais un peu tryhard l'allemand pour espérer comprendre un minimum ce qui se passe, vu que je connaissais pas du tout Rebecca avant. Mais le Raimund Theater, le théâtre qui a accueilli les premières versions d'Elisabeth et un tas d'autres pièces emblématiques, tellement que j'ai dévalisé leur magasin. Eh ben, ils ont des petits panneaux avec des sous-titres anglais. Voilà. Du coup, ben, qu'est-ce que je fais? Je vais vérifier dans mon livret un petit peu honteux comment s'appelle cette brave madame. Et là, je vois, il y a marqué entre guillemets ich. Ich qui veut dire moi, je en allemand. Et ce qui veut dire qu'en fait, notre chère amie n'a pas de prénom. Je trouve ça tout simplement génial. Parce que ça montre à quel point elle est insignifiante comparée à Rebecca. Dans la pièce, on parle que de Rebecca, Rebecca par-ci, Rebecca par-là. C'est même le putain de titre de la pièce. Et elle, c'est le personnage principal, elle a même pas de prénom. Tellement on s'en bat les couilles, y a que Rebecca. Mais PTDR, t'es qui? PTDR, t'es qui? Tu vas voir Rebecca? Ah ouais, Rebecca. C'est qui le personnage principal? Ouais, on s'en fout. Rebecca. Maintenant que vous savez de quoi ça parle, on va un peu analyser ce bazar à la fin, parce qu'on parle beaucoup de Rebecca, mais est-ce que c'est bien Rebecca? Je suis retourné la voir 3 fois, je vais arrêter de dire du suspense pour aucune putain de raison. Alors maintenant passons à la pièce en elle-même. Commençons par les costumes, parce que le point costume il va être très vite éclipsé. Donc ça se passe dans les années... je dirais années 20, 30, un truc comme ça. Les costumes étaient super réalistes et vraiment super beaux. Par exemple, le passage au début de la pièce où ils sont à l'hôtel à Monte Carlo, où on voit dans la salle du petit déjeuner un peu tous les résidents de l'hôtel. Et ils ont tous du coup chacun leur tenue style années 20, tout ça. Et c'est des tenues assez réalistes et assez classiques, mais rien que ça, les personnages sont juste trop bien habillés. C'est super agréable à regarder. Je me servirai de mon petit livret ici pour vous montrer les décors quand j'en parlerai, parce qu'on voit pas très bien, enfin l'accent n'est pas spécialement porté sur les costumes. Il n'y a pas vraiment un costume en particulier qu'il faut absolument que je vous montre. C'est plus un aspect général, une esthétique générale qui était bien respectée du début à la fin, et c'était vraiment des beaux vêtements quoi. Et c'est ça qui fait toute la différence quand quelqu'un porte un beau vêtement, c'est qu'il peut être aussi simple et basique que possible. Il est magnifique et tu le vois, même si c'est un bête trench coat
beige. Quand il est bien fait, tu le vois et tu sais pas l'expliquer, tu vois que c'est bien. Et là, tous les vêtements étaient comme ça. Il y a un passage où il y a un bal costumé à Manderley et là les costumes sont très détaillés. Encore une fois, ça respecte une même esthétique. Ils sont tous assortis les uns aux autres dans les mêmes tons de couleurs. Donc voilà, comme vous pouvez les voir ici, ici un petit peu, ça vous donne un peu vaguement une idée. Enfin voilà, il y a vraiment une esthétique de costume qui est respectée. Ou alors aussi il y a un passage, du coup il y a ce passage là qui est très dramatique. Je vais pas trop dire ce qui se passe parce que c'est du spoil, mais on voit ils sont tous dans des habits sombres, noirs, et à chaque fois c'est presque comme un tableau. Tous les personnages sont habillés de manière réaliste, crédible, mais en même temps ils sont tous assortis les uns aux autres, assortis avec le décor pour former un tableau visuellement, mais également assortis avec ce qui se passe. Les décors et les costumes arrivent à vraiment créer l'ambiance de ce qui se passe, et ces costumes qui ont l'air assez basiques, au final sont super bien pensés et super ingénieux. À mon avis, pour déterminer qu'à telle scène, ce personnage aurait telle chemise random et telle jupe random, ben ça a peut-être dû prendre des heures et des heures de réflexion. Chaque petit détail a son importance et rien n'est laissé au hasard. Ce qui a l'air d'être random, bah, au final, est quelque chose qui a été énormément recherché. Et ça, c'est la preuve qu'un truc est bien fait. C'est quand quelque chose a l'air d'être anodin et facile à faire, mais qu'en réalité, ça a demandé des heures de réflexion. Parce que le but, c'est que ça ait l'air simple. À part ça, il y a un passage où il y a un costume qui m'a vraiment marqué. C'est le passage du bal de Manderley. Donc ils sont tous un peu assortis les uns aux autres, sauf Madame de Winter qui veut faire son entrée parce que c'est la nouvelle maîtresse de maison et elle tient quand même à se démarquer. Et elle arrive avec une robe et un chapeau, mais incroyable, c'est tellement beau. Il y a une image ici, quand elle est, donc là c'est quand elle est en train de se faire habiller, donc on voit pas vraiment la tenue complète, mais ça vous donne un petit peu une idée du truc. Enfin soit, c'était le point costume, donc voilà, assez rapide, mais au final pas du tout dénué d'intérêt, parce que les costumes qui ont l'air un petit peu random, au final, en plus d'être beaux, sont giga importants, parce que mine de rien, ils participent à l'ambiance générale du truc, et ça à chaque fois. Enfin bref, je vais pas radoter en répétant à quel point les costumes sont ingénieux et bien pensés, parce que quand je suis à fond dans mon truc, je suis le spécialiste pour répéter 50 000 fois la même chose, mais de manière différente. Du coup, passons au décor. Du coup, les décors, comme les costumes, en plus de participer à l'ambiance de la scène, ils sont vraiment super beaux. Par exemple, le décor de Manderley, plus précisément l'intérieur de la pièce principale, qui est vraiment le décor emblématique de la pièce. Enfin, le deuxième, on va dire, je parlerai du premier juste après. On est dans cette pièce tout en bois avec ce grand escalier en bois qui est là au milieu de la pièce. Voilà, ici, on voit pas très bien, mais ici c'est le fameux escalier, et donc il est là au milieu de la pièce, et il est sur un plateau tournant, et du coup voilà, il peut tourner. Si un perso monte les marches et que du coup il se tourne pour que le perso soit toujours face à nous, ou bien pour donner l'impression qu'on a changé de pièce. Mais du coup maintenant, parlons du décor le plus emblématique, qui est bien évidemment la chambre de Rebecca. Ce décor, il est sublime. Dans aucune pièce, j'ai jamais vu un décor aussi beau que ça. Il est trop beau. Je vais vous le montrer de suite. Et encore, déjà là, ça a l'air magnifique, mais ça rend vraiment pas hommage à la pièce. Ça rend vraiment pas hommage à comment c'était sur scène. Et donc la scène peut se tourner pour qu'on voit l'extérieur du balcon, avec tout du lierre dans les tons rougeâtres sur le côté. Tout est si détaillé. Ce décor inoubliable. Puis il y avait aussi les murs de la chambre qui étaient composés de panneaux, de grands panneaux transparents avec des espèces de dorures, motifs un peu baroques, je sais pas si vous voyez un peu le style. S'il y avait de la lumière, elle pouvait un peu se refléter à travers et ça pouvait faire des jeux de lumière grâce à ça. Enfin, tout était tellement beau, les décors de Rebecca, mais particulièrement celui de la chambre de Rebecca. J'ai vraiment, je le redis, mais j'ai jamais vu quelque chose d'aussi splendide que ça. Mais en dehors des décors en eux-mêmes, il y a également la mise en scène. Voilà, j'ai évoqué le balcon. À un moment, la gouvernante, donc Madame Denver et notre personnage principal, la nouvelle Madame de Winter, vont sur ce balcon. Et là, il y a du vent, on voit leurs cheveux qui bougent dans le vent, et avec ça, plus les bruits de mer en fond, ça donne un effet tellement dramatique à la scène. Enfin, je sais pas pourquoi, c'est voir ces vagues petites mèches de cheveux de notre personnage principal qui volaient au vent quand elle est là au balcon. Ça m'a tellement marqué. C'est un petit détail, mais ça
ça change toute la scène. Voilà, encore une fois, tout est dans le détail, hein, tout est dans le détail. Il y a aussi un autre passage où après une dispute entre Maxime et sa nouvelle femme, on les voit chacun d'un côté de ce fameux escalier, elle qui est dans sa chambre et lui qui est toujours dans le salon. Et là, il y a un jeu de lumière outre l'escalier qui délimite un peu, comme s'ils étaient chacun dans une pièce différente, alors qu'ils sont l'un à côté de l'autre. Il y a ce jeu de lumière où elle est dans la solitude, où elle est toute seule dans son lit, dans le froid, etc. Maxime, qui lui est de son côté au salon un peu plus confiant parce qu'il n'est pas dans un environnement où il est perdu, contrairement à la nouvelle Madame de Winter qui arrive dans un environnement un peu nouveau et puis là ils se disputent, elle se retrouve toute seule dans la chambre et de son côté il y a des lumières très bleues, très froides, tandis que du côté de Maxime il y a des lumières un peu dans les tons rouges, le rouge qui est d'ailleurs une couleur très très agressive et on comprend rapidement que Maxime a un tempérament assez agressif, enfin, il s'énerve facilement le Maxime et le fait de le mettre dans cette couleur rouge, parce que rouge ça peut évoquer la chaleur et le réconfort, mais c'est aussi la violence. Et on sent bien que Maxime, depuis qu'il est revenu à Manderley, il a pas l'air totalement à l'aise. Enfin, il est très facilement sur la défensive, ce qui a mené à la fameuse dispute entre nos deux personnages. Du coup, ces jeux de lumière, de 1, donnent l'impression qu'ils sont vraiment dans deux pièces différentes alors qu'ils sont l'un à côté de l'autre. La délimitation est vraiment super bien faite, c'est un truc de fou. Deuxièmement, ça montre un petit peu dans quel état d'esprit ils sont. Madame de Winter qui se sent un peu seule dans cette chambre et désemparée face à cet environnement nouveau et tout le monde qui est un petit peu contre elle. Puis de l'autre côté, on a Maxime qui est vraiment tout le temps stressé, sur la défensive depuis qu'il est revenu à Manderley alors qu'il semblait si heureux pendant sa lune de miel. Et troisièmement, le bleu et le rouge, deux couleurs fondamentalement opposées, qui montrent à quel point les deux personnages, après cette dispute, ne sont pas sur la même longueur d'onde. Mais bon, là où la mise en scène était la plus folle, c'est la scène finale. Et je suis obligé d'en parler. Je suis obligé d'en parler. J'essaie de pas spoiler les pièces, mais bon. En même temps, c'est une scène qu'on voit dans la bande-annonce. Et je trouve ça dommage qu'on la voit dans la bande-annonce parce que d'un côté, elle est tellement épique que tu vois ça, t'as envie d'aller voir la pièce. Donc forcément, ils vont pas ne pas mettre ça dans la bande-annonce. Mais d'un autre côté, c'est la scène finale de la pièce, enfin l'avant-dernière, mais bon, bref. Du coup, c'est pourquoi je vais quand même en parler, mais pour ceux qui veulent voir la pièce ou qui ne veulent pas forcément être spoil, ou qui comptent, je sais pas, voir le film, etc. Vous pourrez passer au timecode qui sera affiché ici, mais du coup, ce que j'appelle la scène finale, qui n'est en soi pas la scène finale, parce qu'il y a une dernière scène après ça, mais je l'appelle la scène finale. À la fin, Manderley brûle et du coup, il y a un panneau transparent qui permet de projeter des trucs dessus, hein. C'est pas la première fois que les comédies musicales se servent de ça. Des trucs, en l'occurrence, des bouts de bois qui tombent parce que la maison tombe en ruine à cause des flammes. Et puis aussi, les acteurs sont derrière et du coup, ça leur donne un effet un peu ombré, un peu caché, comme s'ils étaient parmi tous des nuages de fumée et que leur vision était troublée, et ça te met vraiment dans le truc. T'as l'impression d'être pris dans les flammes toi aussi grâce à ça. On se dit ouais, le panneau il est utile parce que ça peut permettre aussi de projeter des flammes. Oh, que vous êtes mignons. Pourquoi devoir projeter des flammes quand on peut avoir du feu? Mais oui, mettons le feu à la scène, mais oui. C'est ce qu'ils ont fait. C'est vraiment ce qu'ils ont fait. Oui, le feu sur l'escalier, c'est pas de la lumière, c'est du vrai feu. Ouais. À un moment dans la scène, on voit Madame Denver qui descend de ce fameux escalier, une torche à la main. Et quand elle est arrivée en bas, elle met le feu. Et là, sa torche s'éteint. Et il y a du feu qui arrive sur une marche. Et puis l'autre. Et puis l'autre, pendant qu'elle, au fur et à mesure, monte. Et le feu ne cesse de continuer à monter derrière elle. Du vrai feu. Les Viennois sont cinglés. Les Viennois sont complètement cinglés. La première fois que j'ai vu la pièce, j'ai eu peur pour elle. Et entre nous, je crois qu'elle a eu peur pour elle aussi, vu que quand je l'ai revue en janvier, elle est montée un petit peu plus vite que les autres fois. Hein. La première fois, vraiment, elle montait et le feu la suivait petit à petit. Là, elle a direct été un peu plus haut et a laissé le feu faire son petit chemin de son côté. Mais ah ouais, non, c'était impressionnant. J'ai jamais vu une scène comme ça. Vraiment, j'étais choqué. Un délire, la scène. C'est un truc de malade. Je dis ça sans vraiment aucune exagération. Meilleure scène de tous les temps. Voilà.
Du coup, pour ceux qui ont passé au timecode, c'était la fin du spoil. C'est la fin aussi également de la partie décor, mise en scène, tout ça, parce que je crois que j'ai dit globalement tout ce qui était. Évidemment, il n'y avait pas que ça, mais il y avait tellement de choses, et les vidéos de 5 heures, on n'a pas trop envie, hein, voilà. Et donc passons au point chanson. Bien évidemment, si Rebecca m'a autant parlé, c'est pour toutes les raisons que je viens de citer, mais également grâce aux chansons qui sont toutes génialissime. Encore une fois, on reconnaît le talent de Sylvester Levay, on reconnaît la patte de sa composition. J'ai vu d'autres comédies musicales qu'il a composées qui ne sont même pas jouées en allemand à la base, et dans les chansons t'entends que c'est lui, t'entends sa patte musicale, et là encore une fois on la retrouve très bien dans Rebecca. Encore une fois, c'est un signe de génie. Pour moi, les véritables génies, c'est les gens qui, quand tu vois une de leurs œuvres que tu ne connais pas, malgré tout tu sais que c'est eux. J'ai ça avec le groupe Nightwish, un groupe de métal. Je connais pas toutes leurs chansons, mais il y a certaines chansons parfois que j'entends qui sont de eux, que je connais pas. Je me dis, ça c'est Nightwish. Et je me dis pas, ça ressemble à Nightwish. Non, j'entends ça, je me dis, ah, ça c'est Nightwish. Voilà, bah là, Sylvester Levay, c'est pareil. Les chansons sont admirablement bien composées. On retrouve cet aspect dont j'ai déjà parlé, qu'on retrouvait déjà dans Elisabeth, j'en ai parlé dans ma toute première vidéo. Parfois, quand des personnages chantent et qui sont en opposition les uns avec les autres, et ben ils chantent chacun sur des airs différents et parfois en même temps, et ça fait un peu cacophonique, une cacophonique agréable à écouter malgré tout. Une chanson qui est presque en opposition avec elle-même parce que les deux airs complètement différents ont beau être harmonieux ensemble, c'est une harmonie créée de manière totalement paradoxale en fait. Vu que c'est cacophonique et harmonieux à la fois, c'est très étrange, je ne sais pas vraiment comment décrire ça, mais en tout cas, ça marche, ça fait un résultat super et qui nous fait comprendre vraiment l'opposition complète des deux personnages. On retrouve ça, mais notamment le jeu d'air des chansons. Je crois que j'en ai un peu plus parlé dans mon musical remake sur Elisabeth. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue, et la vidéo sur Elisabeth aussi d'ailleurs. Donc il y a ce jeu avec les airs de certaines chansons qu'on retrouve parfois comme musique de fond dans des moments opportuns. Mais je trouve que c'est mieux géré qu'avec Elisabeth. Enfin, pas mieux géré parce que c'est très bien fait avec Elisabeth aussi. Mais par exemple dans Elisabeth, il y a sa chanson emblématique où elle dit « Moi seul choisis mon destin », tout ça. Et l'air de cette musique qui est l'air le plus emblématique je crois d'Elisabeth revient quelquefois dans la pièce quand il y a des passages un petit peu où Sissi s'impose sans qu'elle chante directement mais qu'on entend cette musique en fond. Je dirais pas que c'est simpliste, hein, loin de là, mais c'est plus facile que dans Rebecca, on va dire. Dans Rebecca ils ont plus pensé à ça dans le sens où c'est pas juste les chansons des persos qui reviennent quand c'est leur moment, genre ah on revoit le perso, on va remettre sa chanson en fond, c'est pas juste ça. On a un passage où on rencontre Ben qui est le garde-côte du domaine, et quand Madame de Winter arrive, donc la nouvelle Madame de Winter, elle comprend très bien que Ben n'aime pas trop Rebecca, parce que Ben il chante des trucs du genre elle est partie, elle ne reviendra plus, il a l'air presque apeuré, enfin il avait l'air un peu traumatisé par Rebecca, on sait pas trop pourquoi alors que c'était soi-disant la femme parfaite, mais soit on comprend qu'il aime pas Rebecca, et donc il y a sa chanson qui est un peu angoissante, on sent qu'il est très mal à l'aise quand il chante. D'ailleurs petite mention à cet acteur dont je ne connais pas le nom qui était admirable, et du coup l'air de cette chanson on retrouve ça dans une scène plus tard qui n'a rien à voir avec lui, ou en tout cas dans laquelle il n'est pas du tout. C'est tout à la fin, donc je vais dire ça sans spoil, mais quand il y a la résolution de tout le bazar autour de Rebecca, c'est un moment de retrouvailles entre la nouvelle Madame de Winter et Maxime, et donc elle descend du train, elle se jette dans ses bras, et à ce moment là il y a en musique de fond la chanson de Ben où il chantait c'est fini, elle ne reviendra plus. Et là, vu que c'est le moment où l'affaire Rebecca, si je peux appeler les choses comme ça, est enfin résolue, bah ça veut dire c'est fini, elle reviendra plus, on a fini de parler d'elle, voilà, l'histoire est résolue, et basta. Super pertinent de l'avoir mis là. Et donc voilà, on retrouve l'air de cette chanson que chantait Ben, mais pas avec ce côté malsain et très très malaisant que la chanson originale a. C'est le même air, mais joué de manière beaucoup plus douce, plus libérée, comme un soupir de soulagement en fait. C'est vraiment ça, c'est une chanson qui à la base est présentée comme quelque chose de très oppressant et très angoissant, elle l'a présentée comme un soupir de soulagement. Et l'autre exemple que j'avais, c'est lors du passage où on a Maxime qui révèle enfin à Madame de Winter ce qui se passe ici. Il se libère enfin du poids qu'il semble avoir depuis qu'il est retourné à Manderley. Là enfin ils sont sur la même longueur d'onde, enfin lui se sent plus libéré qu'il ait pu en parler à sa femme, et enfin Madame de Winter, elle se sent également plus libérée que Maxime lui ait dit, et ils sont plus séparés l'un de l'autre. Et donc là on entend jouer en fond le même air que la fameuse chanson dont j'ai parlé plus tôt dans le point mise en scène, quand ils étaient chacun de leur côté après leur dispute.
Ça peut sembler en contradiction avec J'ai dit, vu que ça semblait être un passage où on les opposait, mais la mise en scène avait beau les opposer, la chanson racontait que quand ils étaient seuls, ils pouvaient compter l'un sur l'autre, etc. malgré tout. Cette scène-là montrait à quel point ils étaient opposés, mais que malgré tout, ils s'aimaient même dans l'adversité, on va dire ça comme ça. Et là, on les voit après ce passage de révélation de la part de Maxime, ils se prennent dans les bras, soulagés l'un l'autre, et il y a cette chanson au fond, le passage où ils disent tu es là pour m'éclairer quand je suis seul dans la nuit. Enfin, je me souviens plus des paroles exactement, mais voilà, c'est un truc du style. Voilà, encore une fois, utilisation très pertinente, enfin réutilisation très pertinente des chansons qui nous sont déjà apparues du coup. Mais sinon, à part l'utilisation des chansons, les chansons en elles-mêmes, bah, comme je disais, elles sont admirablement bien composées, et j'ai une énorme frustration, c'est de ne pas m'y connaître plus en allemand pour les analyser. Quand bien même j'avais pu un peu le faire avec Elisabeth grâce aux sous-titres et les quelques mots que je comprenais, bah, Elisabeth, je pouvais mettre sur pause la pièce et voir les sous-titres et essayer d'analyser un peu tout ça. Enfin voilà, c'est un peu compliqué de vraiment les analyser, surtout que malgré tout, bah, les sous-titres ça fait pas tout. On n'a pas les figures de style, les tournures de phrases qu'on retrouve dans les paroles originales. Donc je suis frustré de ne pas pouvoir plus les analyser que ça. Déjà moi qui ne comprends pas très bien l'allemand, les trouve extrêmement agréables à écouter, avec des paroles tellement belles. Les paroles sont tellement bien choisies, elles correspondent bien au personnage qui les chante, mais malheureusement je peux pas entrer plus dans la composition en elle-même parce que je m'y connais pas assez en allemand. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à aller écouter la BO de Rebecca, elle est super agréable à écouter. C'est des chansons vraiment incroyables, à tel point que j'ai écouté le CD plusieurs fois de suite après, hein. C'était... Même encore maintenant, je l'écoute plein de fois de suite, volontiers. Enfin voilà, je suis un petit peu frustré de ne pas pouvoir plus analyser la qualité de leur écriture que ça, vu que je ne suis pas d'origine germanophone, même si je comprends un petit peu l'allemand. Je comprends pas assez l'allemand pour pouvoir donner un avis objectif là-dessus. Le fait est que malgré tout, il y a des paroles qui sont tellement magnifiques. Je vais donner pour exemple la chanson de la pièce qui, je vous donne dans le mille, s'appelle Rebecca. Déjà, la manière dont cette chanson est amenée, c'est le passage où la nouvelle Madame de Winter arrive dans la chambre de Rebecca, dans laquelle est déjà Dany, la gouvernante. Et du coup, c'est là que Dany commence à lui parler de Rebecca, parce que cette chambre, c'est un peu l'antre de Rebecca, où elle et Rebecca se parlaient. Et Dany et Rebecca étaient vraiment amies, et c'est pour ça que Dany a beaucoup de mal à faire son deuil. Et du coup, voilà, elle commence à parler de Rebecca en disant c'était son lit, c'était sa chemise de nuit. Ça, c'est au moment où la chanson commence. Mais avant qu'elle commence à chanter, Madame de Winter, la nouvelle Madame de Winter, dit ah, c'était donc ça la chambre de Rebecca. Et puis Madame Denver lui dit oui, c'est beau, n'est-ce pas? Et là elle s'approche du balcon, enfin elle va au balcon, elle ouvre la fenêtre. À ce moment là qu'elle lui dit des trucs, elle est encore parmi nous, etc. Et elle dit le vent appelle son nom. Et à ce moment là on entend des chuchotements dans la pièce qui font Rebecca. Et il y a une musique au piano qui commence à se jouer. Et tout est tellement bien mis en scène. Le décor de la chambre de Rebecca qui est absolument magnifique. La musique de fond, quelques notes au violon qu'on entend qui font des très aigus et puis ça qui reste en suspens pour s'arrêter net. C'est un procédé beaucoup utilisé pour marquer le coup, on va dire les choses comme ça. Tout est tellement bien fait pour t'amener la chanson. Souvent il y a des grandes mises en scène pour te montrer l'apparition d'un personnage ou alors tout un décor qui est grandiose. Mais là tu sens que tout a été œuvré pour t'amener la chanson. Et au moment où t'as ce piano qui commence et où t'entends ces voix un peu fantomatiques qui disent Rebecca, grâce à tout ça, quand t'entends ça, tu sais que tu vas entendre la chanson de la pièce. Tu le sens. Et au moment où j'ai entendu ça la première fois, j'ai eu des frissons alors que je ne connaissais pas encore la chanson. Et la chanson est totalement à la hauteur de tout ce qui est mis en œuvre pour la présenter. C'est plus qu'une chanson en fait, c'est un hymne, c'est une véritable ode à Rebecca. On y pense, c'est très rarement les chansons qui sont amenées comme ça. Généralement, comme je disais, plus que les chansons, c'est toute la situation, l'arrivée d'un personnage. Même s'il y a du chant en même temps, la chanson au final c'est pas secondaire, mais c'est pas le truc principal. Là c'est vraiment la chanson, ce que Madame Denver va raconter. Et elle commence à chanter très doucement, presque avec amour. Elle oublie Madame de Winter, il y a juste elle et Rebecca. À tel point qu'à un moment, elle en vient à lui brosser les cheveux comme si elle brossait les cheveux de Rebecca. Ce qu'elle a l'habitude de faire, et ça rend le passage extrêmement malaisant parce qu'on se dit qu'elle projette un peu Rebecca sur la nouvelle Madame de Winter. Voilà, Dany est très malaisante, je reviendrai sur elle après d'ailleurs. Donc voilà, ça arrive petit à petit, très doucement, et on la sent totalement ailleurs. Et puis t'as le refrain où là elle part complètement en transe, où elle chante avec une telle poigne, un tel amour de Rebecca qu'elle nous chante. Tu sens qu'il vient du tréfonds de son âme, et paradoxalement il sort de manière si douce de sa bouche que vous aimiez l'allemand ou non.
allez écouter cette chanson, vous ne pourrez pas rester insensible en écoutant ça. Pour terminer, je vais un petit peu revenir sur les acteurs. Tous les acteurs étaient bien évidemment incroyables, mais Madame Denver, il faut parler de Madame Denver. Madame Denver a déjà été jouée par des tas de gens super connus au fil des années. Elle a été notamment jouée par des actrices qui sont extrêmement connues à Vienne, qui ont toutes les deux joué Elisabeth. Donc il y a Pia Dawes qui a déjà joué Elisabeth. Donc pour vous dire que si t'as joué Elisabeth à Vienne, tu es quelqu'un d'important. Voilà. Du coup, Pia Dawes a déjà joué Madame Denver, mais surtout Maya Arvord a déjà joué Madame Denver. Maya Arvord qui est la Elisabeth, enfin pour moi c'est la Elisabeth et c'est la Elisabeth pour beaucoup de gens parce que la version d'Elisabeth la plus connue et la plus populaire, qui est la version dont j'ai parlé dans mon musical review sur Elisabeth, bah là c'était Maya Arvord en Elisabeth. C'est pas n'importe qui non plus, cette femme elle est incroyable, elle a une voix de dingue. Enfin voilà, tout ça pour dire que Dani n'a pas été jouée par n'importe qui. Là l'actrice qui l'a jouée n'était aucune des deux que j'ai citées. D'ailleurs, je ne sais pas si cette actrice est très connue ou pas à Vienne. Elle m'en excusera. D'ailleurs, je ne sais pas si cette actrice est très connue ou pas. D'ailleurs, je ne sais pas si cette actrice est très connue ou pas. Bref, tout ça pour dire que je découvrais totalement cette femme et j'en suis tombé amoureux. Je crois que le fait que je l'ai vue jouer pendant une pièce joue aussi, mais j'ai déjà vu des extraits, des interprétations des deux autres actrices dont j'ai parlé, et elle joue Madame Denver incroyablement bien, elle chante incroyablement bien, mais l'impression que m'a laissé cette actrice là que j'ai vue est vraiment impressionnant. Rien que dans sa posture, on sent très bien que Madame Denver, pour être autant obsédée comme ça par Rebecca, tu peux pas être bien dans ta vie, tu peux pas être heureux quand t'es comme ça, et ça se sent rien que dans sa posture. Elle se tient pas normalement, elle a les épaules très voûtées comme ça, elle est un peu comme ça crispée. Et puis bon, son chant quand elle chante Rebecca avec une telle douceur, on voit qu'au final c'est une femme amoureuse en fait. Je pourrais dire tous les mots du monde, faire toutes les explications et les descriptions du monde, jamais je ne pourrais rendre justice à son jeu d'acteur. Je mettrai en lien dans la description le lien de la vidéo de la bande-annonce de la pièce pour que vous ayez un aperçu d'un peu son jeu, mais j'espère que je lui ai au moins rendu un tout petit peu hommage parmi mes explications très fouillis. Surtout que quand j'avais vu la bande-annonce, quand j'avais été à Vienne à la base, donc c'est comme ça que j'ai su que Rebecca allait jouer, j'avais vu la bande-annonce, c'était encore la bande-annonce de la dernière fois que la pièce était jouée avec les anciens acteurs. Donc là c'était Pia Dawes dans le rôle de Madame Denver. Et je me doutais bien que c'était des anciennes images qu'ils avaient repris pour l'annoncer vu que la pièce n'avait pas encore été jouée. Donc je savais pas si ça allait être Pia Dawes ou pas. Mais j'espérais quand même, vu que c'est quelqu'un que je connais. Et au final, est-ce que j'ai été déçu par cette Madame Denver là ? Pas du tout. Je suis vraiment tombé amoureux du personnage de Madame Denver, mais du personnage de Madame Denver joué par elle. Donc il y a le personnage, il y a elle, mais la fusion des deux, alors là, c'est du tout bon. C'est un des meilleurs personnages de comédie musicale qui m'a été donné de voir. Que ce soit dans l'écriture, dans ce que le personnage représente, mais aussi surtout dans l'interprétation. Comme pour tout finalement, je pourrais encore en parler pendant des années de cette Madame Denver. Du coup je vais m'arrêter là. Et je vais m'arrêter là tout court parce que je crois que j'ai fait un petit peu le tour de la pièce. Il m'a fallu un peu de temps pour le réaliser parce que honnêtement, quand je suis sorti la première fois de la pièce, je pensais pas trop à Rebecca, je pensais à mon avion que j'avais peur de louper. Bon, au final, je suis arrivé 1 heure à l'avance, hein. J'ai pu regarder Demon Slayer, c'était bien. Mais bref, après, il fallait le temps que je décante aussi, mais les jours qui ont suivi, je ne pensais plus qu'à Rebecca. Et depuis Elisabeth, j'ai vu des tas de pièces et j'ai beau être dans la hype d'une autre pièce parce que je viens de la voir, etc. Ça ne vaut pas Elisabeth. Elisabeth restera toujours numéro 1 et rien ne pourra éclipser Elisabeth. Et bien là, Rebecca a réussi à éclipser Elisabeth. Ah mais vraiment, j'en avais rien à faire d'Elisabeth. Je ne pensais plus qu'à Rebecca. Comme quoi, Rebecca aussi me fait de l'effet, lol. C'est vraiment la première fois qu'une pièce me fait ça. Et je me demande de plus en plus si je préfère Rebecca ou Elisabeth finalement. Est-ce que je pourrais préférer quelque chose plus qu'Elisabeth ? Elisabeth serait en train d'être détrônée par Rebecca ? Non mais on est où là ? Non mais on est où là ? Ça va plus, ça va pas les gars, ça va pas du tout là. C'est quoi ce monde ? Enfin soit, c'était une expérience incroyable que je suis tellement heureux d'avoir fait et je me remercierai jamais assez d'avoir osé chercher des billets d'avion et être parti tout seul à Vienne parce que sinon j'aurais juste jamais été la voir, j'aurais pas été la revoir et j'aurais aucune idée de ce que j'ai loupé. Avant de vous quitter, dernière chose, petite annonce, bon pertinente ou pas parce que ce ne sont que des suppositions, hein, moi je ne sais pas.
Mais quand j'ai été la voir la première fois, j'ai acheté un CD de Rebecca qui était le CD de Rebecca officiel avec donc toutes les chansons, tous les actes, etc. qui a été enregistré à l'époque intégralement. Du coup, c'était pas les acteurs qui avaient changé par rapport à avant, c'est-à-dire pratiquement tous les acteurs en fait, n'étaient pas les mêmes que dans le CD que j'ai acheté. Mais, c'est là que c'est intéressant. Quand je suis revenu en janvier, ils avaient fait un nouveau CD. Et pas un CD comme on voit parfois avec les 5 chansons les plus populaires mises dans le désordre, enregistrées en studio vite fait. Non, un CD intégral, acte 1, acte 2, toutes les chansons dans l'ordre, etc. Avec le casting actuel. Ce qui veut dire qu'ils ont pris la peine d'enregistrer tout ça entre temps. En même temps, Rebecca, c'est pas n'importe quoi, c'est pas composé par n'importe qui. Ça faisait des années que ça avait plus été joué. C'est un peu, allez, l'événement de l'année, si je puis dire. Et ils se sont pris la peine de réenregistrer tout un CD. Et c'est pas commun qu'ils se prennent la peine de faire ça. Mais s'ils ont pris la peine de faire ça, est-ce qu'ils auraient pas pris la peine de filmer la pièce, les petits filous? Est-ce qu'il n'y a pas un DVD Rebecca qui arrive là par hasard? Moi je le sens. Je sens le DVD Rebecca et je l'espère de tout mon être. Je veux dire, au Raymond Theater, il y a des DVD d'Elisabeth, de Mozart, une autre comédie musicale composée par nos deux amis, Michael Kunz et Sylvester Levay. Enfin, il y a tout. Il y a toutes leurs grosses pièces qui ont été jouées, même celles qui n'ont pas été jouées des milliards de fois. Enfin, il y a Katz en allemand, enfin, il y a tout. Mais il n'y a pas Rebecca, alors que bon, bah Rebecca, c'est pas rien. Elle a pas juste été jouée une fois vite fait, puis elle a été oubliée. Enfin, c'est quand même une pièce qui a été jouée au Japon. Enfin voilà. D'ailleurs, si vous êtes curieux, petite parenthèse, les versions japonaises de Rebecca sont sur YouTube. Voilà. Enfin voilà, tous ces éléments me portent très fort à croire qu'on aura un DVD et franchement, si on n'en a pas, je suis déçu. Je suis très déçu. Pour ça, il faut attendre la fin de la présentation parce qu'évidemment, ils vont pas sortir le DVD avant que la pièce soit finie. Parce que sinon, les gens vont acheter le DVD et ne vont pas aller voir la pièce, hein, forcément. Mais je garde ça à l'œil. Je l'espère vraiment parce que je veux revoir cette pièce plus tard dans ma vie. En fait, tous les soirs dans ma vie, avant de me coucher, je veux revoir cette pièce. Tous les jours, toutes les heures, 1000 fois par jour. Dernier petit autre point avant de vous quitter. Si jamais vous êtes intéressé par Rebecca, mais que vous n'avez pas forcément envie de lire le bouquin, que vous n'avez pas envie de voir cette version horrible qui est sur YouTube et que bon, des extraits vous laissent un petit peu sur votre faim, je vous conseille très fortement le film, non pas le film d'Hitchcock que j'ai pas vu. Il y a un remake du film, enfin, je sais pas si c'est vraiment un remake du film d'Hitchcock ou si c'est plus une réadaptation du bouquin, je crois que c'est plus ça, sur Netflix, qui s'appelle Rebecca. Voilà, vous tapez Rebecca, Netflix, vous trouvez sans souci, je l'ai vu. Et je l'ai vu après avoir vu la pièce, donc je peux vous donner mon avis subjectif. Regardez-le. Ce qui m'a le plus marqué dans la pièce, pourquoi j'aime tant cette pièce, c'est vraiment l'interprétation des personnages et toute l'ambiance que ça dégage. Je veux dire, au final, Rebecca, c'est littéralement une histoire de fantôme. Pendant toute la pièce, on est hanté par Rebecca et tout tourne autour d'elle alors qu'elle est morte. Là, dans le film qui est sur Netflix, on retrouve vraiment le même malaise, même si les décors ne sont pas pareils. J'ai vu le film, j'ai eu l'impression d'être dans le même univers Rebecca que celui de la pièce, de retrouver vraiment les persos de la pièce, le monde de la pièce, mais dans une version un peu différente, parce qu'évidemment les décors n'étaient pas pareils que ceux de la pièce, ni les acteurs, etc. Enfin, c'est un film américain qui n'a rien à voir avec notre pièce ici. Et pourtant, l'ambiance qui dégageait, c'était le même malaise qui se dégageait de la pièce. Madame Denver, c'est ce dont j'avais le plus peur, parce que Madame Denver... Dani, c'est ma femme Dani. Et là, elle dégageait la même chose, elle avait ce visage très dur et à la fois très beau, très féminin. On voyait vraiment la femme en elle et pas juste la gouvernante stricte. Et en même temps ce côté très... qui donne une apparence sûre d'elle, mais on sent qu'au fond elle est pas bien, qu'elle est pas bien à cause de Rebecca, etc. Et la Madame Denver du film, c'était la même Madame Denver que la pièce pour moi. Je donnerai l'exemple pour ça de la mort dans Elisabeth. Au fil des représentations et des acteurs, chaque acteur ont vraiment leur interprétation de la mort. J'ai vu des tas de versions d'Elisabeth, c'est jamais la même mort. Et je parle pas des acteurs quand je dis c'est pas la même mort, je parle vraiment du personnage. C'est jamais le même personnage. Chaque acteur l'interprète avec sa manière de jouer, son interprétation, sa vision de comment est le personnage, et ça donne des tas de morts différentes, d'autres plus hautaines, d'autres plus douces, plus romantiques, certaines plus froides, d'autres plus immatures aussi.
Et là, pour Madame Denver, de ce que j'ai vu des extraits des autres interprétations, donc de Pia Does et Maya Hackford, c'était des Madame Denver plus exubérantes. Bon, exubérante est un bien grand mot pour le personnage très terne et fermé que c'est, mais dans le sens où elles n'hésitaient pas à ouvrir grand les yeux pour montrer que un peu la folie qui se cache dans cette Madame Denver. Madame Denver est cinglée, hein, je le dis, Madame Denver, elle est folle. Elle a pas l'air comme ça, mais elle est complètement starbée, la madame. Bref, tout ça pour dire que Madame Denver a eu droit à plusieurs interprétations. Là, dans le film, je suis super content parce que j'ai vraiment eu l'impression de retrouver la Madame Denver de la pièce. Que ce soit au niveau des décors, de l'ambiance, des acteurs, parce que je parle de Madame Denver, mais c'est pareil pour tous les autres acteurs. J'ai vraiment eu l'impression de retrouver la pièce, mais en version film, et je trouvais ça trop bien, je trouvais ça beaucoup trop bien. Et même physiquement, le design des personnages ressemblait beaucoup à ceux de la pièce. Il y a une petite chose à la fin qui est différente de la pièce, que je trouve très intéressante. Limite, c'est peut-être même mieux ce qu'ils ont fait dans le film que dans la pièce. Enfin voilà, ce film, allez-y les yeux fermés. Sur ce, j'étais Rebecca. Si un DVD sort, comptez sur moi pour faire un musical review dessus, d'office. J'espère vraiment, comme ça je pourrais vous montrer les images, etc. Sur ce, j'ai tout dit. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine.